Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien. c'est bon. Merci de me faire intervenir et témoigner dans votre conférence. Nous sommes deux de CERAP, hein. J'ai aussi Pierre Laridon, notre commercial, basé à Saint-Pétersbourg, hein, qui parle russe couramment, que j'inviterai à un moment donné pour préciser certaines parties de mon propos. Je vais commencer par une présentation rapide de CERAP pour les participants. Donc, CERAP est une ETI mayonnaise créée en 1963 et non pas en 1979 pour fabriquer et vendre des refroidisseurs de lait à la ferme. Ce sont des machines frigorifiques équipées de. C'est une cuve en acier inoxydable isotherme et un groupe frigorifique relié à la cuve et qui refroidit le lait de 35 à 4 degrés dans chaque ferme de production laitière. La taille de la cuve va de 300 litres à 40 000 litres en fonction de la quantité de lait produite dans la ferme. Nous fabriquons aussi des machines pour l'industrie agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique, toujours en acier inoxydable, des machines de surgélation cryogénique et des cuves de vinicole. Nous avons 5 usines dans le monde, 2 en France, une en Inde, une au Brésil et une au Mexique. Et 500 personnes travaillent dans le groupe CERAP, dont à peu près la moitié à l'étranger. Et notre chiffre d'affaires, on a 50% du chiffre d'affaires qui fait à l'international aujourd'hui. Sur le refroidisseur de lait, qui est notre principale activité, nous vendons dans une centaine de pays. Et en particulier en Russie, nous avons commencé à vendre en 1998. Donc ça fait 22 ans que nous vendons nos machines sur ce grand pays qu'est la Russie. Comment nous vendons en Russie? Nous sommes membres d'une association française d'exportateurs d'équipements agroalimentaires qui s'appelle l'ADEPTA, qui est une association qui a 40 ans d'existence. Et par cette association, nous avons fait la connaissance de notre distributeur principal, qui est la société Transfert, que peut-être certains connaissent, hein. Donc son patron est français, il s'appelle Vincent Lollaire. Et nous avons signé un contrat de distribution avec eux en 1997 et vendu notre premier refroidisseur de lait en 1998. Et nous sommes toujours en relation d'affaires avec Transfert aujourd'hui, hein. Transfert est basé à Saint-Pétersbourg. Euh, il y a une dizaine d'années environ, hein, on a fait évoluer notre relation avec eux. La principale évolution a consisté en fait à distinguer deux métiers de nos distributeurs. C'est le métier de logisticien et le métier de commerçant, hein. Je dis ça parce que en Inde, en Russie, la logistique est un élément très important. Euh, on a compris que pour faciliter nos ventes, il fallait qu'on ait un stock de nos produits déjà dans le pays, hein, pour réduire les délais de livraison. Ça, c'était un point. Un autre point, c'est qu'on voulait densifier notre réseau de distribution. Et donc pour ça, on a considéré qu'il était nécessaire que nous ayons un salarié commercial CERAP, donc c'est Pierre aujourd'hui, qui soit sur place en Russie et qui parle russe, hein. Donc de cela, en fait, découle aujourd'hui qu'on a une quinzaine de distributeurs en Russie, hein, qui achètent nos produits et les revendent aux éleveurs, aux fermes russes, hein. Et donc ce réseau est animé par Pierre. Transfert sur ces 15 distributeurs, on a deux ou trois lui-même, hein. Tous les autres, ce sont des distributeurs qui sont en relation directement avec nous. Et donc, lorsque il se trouve que le produit à vendre est déjà en Russie, hein, dans le stock avancé, en fait, c'est Transfert qui va faire en fait l'intermédiaire pour livrer le produit, en fait, hein. Ce transfert assure l'importation, le dédouanement et le stockage dans cette plateforme de nos produits finis et aussi de nos pièces de rechange. Là, je parle des refroidisseurs de lait, hein. Nous vendons aussi en Russie des cuves vinicoles. Et là, le schéma de vente est totalement différent, puisque ce sont des projets, hein, des projets de construction de nouveaux domaines viticoles, qui sont souvent des projets, on va dire, clés en main, hein, de Greenfield. Et là, on travaille plutôt avec des prescripteurs, hein,
qui sont souvent des consultants français en œnologie. Le client russe va donc acheter tout en France les cépages de vigne et tout le matériel de viticulture et de viniculture. Et donc là, on a un contrat direct avec l'investisseur final pour vendre 20, 30, 50, 80 cuves de vinification qui vont être installées dans un nouveau bâtiment, un nouveau chai. Euh, voilà. Et là, on travaille avec des prestataires différents pour transporter des douaniers. Euh, et en l'occurrence, ce qui est important, c'est de travailler avec des prestataires qui connaissent les spécificités du marché russe, hein, pour toutes les raisons que Olga vous a expliquées dans son exposé. Donc voilà le résumé de notre implantation en Russie, hein. Euh, les principales difficultés que nous avons rencontrées sur ce marché russe depuis 20 ans, c'est la dévaluation du rouble, hein. Quand on a commencé à travailler il y a 20 ans, bon, déjà c'était le début de l'euro, hein, mais un euro valait 30 roubles. Aujourd'hui, un euro vaut entre 90 et 100 roubles. C'est énorme comme dévaluation. Je n'ai pas en tête, à l'esprit, parmi les quelques 100 pays où on vend nos produits, une dévaluation aussi forte que celle-là. Donc on a beau fabriquer dans les pays émergents comme en Inde, on a beau être à l'écoute du marché, adapter nos produits, ben, il est impossible en fait de rester compétitif sur l'ensemble de nos productions, sur toute notre gamme de produits, face à des fabricants concurrents russes qui fabriquent en Russie, en rouble donc. Donc on a dû s'adapter à cette donne-là. Et donc on s'est adapté en fait en, comment dirais-je, réorientant notre offre sur le haut de gamme, sur les grandes fermes qui ont besoin de matériel sophistiqué. Et donc ça, c'est quelque chose que peuvent vivre aussi, bien sûr, d'autres entreprises, hein. Dans mon témoignage aujourd'hui, je pense que c'est l'élément le plus important, quoi. C'est-à-dire que vendre en Russie du matériel fabriqué en Europe, euh, il y a de fortes chances que vous ne pourrez pas faire du mass market. Il faudra sélectionner, cibler une offre qui correspond à ce que les fabricants russes ne savent pas faire, tout simplement. Peut-être qu'à ce stade, je peux demander à Pierre d'expliquer un peu plus comment on s'est adapté à la dévaluation du rouble sur notre offre commerciale. Bonjour tout le monde. Merci Eric. Tout le monde m'entend bien, oui, je pense. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Sans souci, on vous entend. Ok, impeccable. Donc merci Eric pour ce petit mot. Simplement, le marché a beaucoup changé, notamment, enfin pour ma part, pour la période depuis laquelle je travaille sur la Russie. Après cette crise ukrainienne en fait. Donc c'est le moment où en fait il y a eu ces contre-sanctions, notamment avec l'embargo et cette très importante dévaluation. Donc on est passé de l'ordre de 40 à 44 roubles pour un euro à 90 roubles pour un euro en l'espace de quelques jours. Et donc là, le matériel européen est devenu très cher, le matériel vendu en euros, j'entends. Donc est devenu très cher du jour au lendemain pour les producteurs, pour nos clients, donc les producteurs laitiers. Et ça a donné un très gros avantage en fait à nos concurrents nationaux. Donc d'un côté, on avait l'embargo qui a interdit l'importation des produits frais européens. Donc on s'est dit, bon, bah, c'est le nouvel Eldorado, il va falloir développer la production nationale. Pour nous, c'était vraiment une très belle opportunité. Et quelques jours après, l'effondrement du cours du rouble par rapport à l'euro. Et donc là, en fait, ça a complètement ça a anéanti cette nouvelle opportunité. Dans le sens où les producteurs laitiers devaient investir, mais les équipements étaient devenus beaucoup trop chers. Donc en fait, cet Eldorado, il a profité notamment à nos concurrents locaux
Là où on vendait beaucoup de petits refroidisseurs, où les gens pouvaient se permettre au niveau financier d'aller chercher de la qualité, du jour au lendemain, ils ne pouvaient plus le faire. Donc les concurrents locaux, eux, sont restés au même prix forcément puisqu'ils produisent et vendent en roubles. Et donc nous, en fait, on a dû réorienter notre stratégie. On a commencé à importer des cuves que nous fabriquions en Inde. Parce qu'elles sont de l'ordre de 15 à 20% moins chères, parce que ce sont des cuves différentes et parce que les coûts en Inde sont plus avantageux qu'en France. Donc on a essayé en fait de se repositionner avec un produit similaire au niveau des performances, mais qui financièrement était plus intéressant. Seulement il y avait d'autres contraintes, des contraintes logistiques, etc., etc., et des taxes d'importation qui existent et qui, au final, même si on avait un produit qui était moins cher, se trouvait toujours plus cher de l'ordre de 20 à 25% que les concurrents nationaux. Donc ça a été vraiment très difficile. Ça a été le premier pas en fait de cette réorientation. Et après, par la suite, donc le marché s'est transformé un petit peu. Les taux d'intérêt, l'économie s'est plus ou moins, je ne vais pas dire stabilisée, mais les acteurs se sont adaptés, on va dire, et le marché a changé. On est passé sur des très grosses fermes, sur des fermes XL, comme on les appelle. Et aujourd'hui, on est donc sur ce nouveau marché. Donc, on a laissé la place aux concurrents nationaux pour les plus petits acteurs, les plus petites exploitations. Et on se concentre aujourd'hui sur les très grosses fermes. Donc les très grosses fermes avec des refroidisseurs de grosse capacité et des solutions plus complexes en fait. Voilà ce que je pouvais rajouter sur la réorientation de notre stratégie par rapport au contexte économique. On peut peut-être dire un mot sur l'effet Covid. Est-ce que l'effet Covid a changé quelque chose, Pierre, sur les ventes? Ouais, en fait, donc sur l'effet Covid, oui et non, dans le sens où l'agriculture, on en a besoin et on en aura toujours besoin. Les déplacements à la ferme étaient autorisés parce que les vaches, même s'il y a le Covid, elles ne s'arrêtent pas de donner du lait. Donc il y avait des possibilités de démarcher et d'aller dans les fermes, mais au niveau des subventions, parce qu'on dépend beaucoup des subventions. Il y a eu un très gros frein dans le sens où les administrations ont été fermées plusieurs mois. Après, il y a eu des retards de subventions, etc. Donc, pour nous, en fait, en tant que fournisseur d'équipement, il y a eu beaucoup moins de projets. On a eu la chance, un petit peu avant le Covid, d'attaquer de très gros projets qui, en termes de charge de travail et financièrement parlant, nous ont permis de faire plus ou moins le dos rond, si je puis dire, pendant cette crise. Et aujourd'hui, ça repart petit à petit. Au niveau des relations avec les distributeurs, donc il y a toujours moins de déplacements, même si on peut se déplacer en Russie, les gens sont quand même plus réticents. Il y a eu vraiment une intensification en fait des échanges, justement par Skype, WhatsApp, même si la Russie étant un grand pays, c'était déjà très développé avant. On sent vraiment que c'est devenu automatique en quelque sorte. Euh, Très bien. Juste une question. Quelle est la santé des entreprises en Russie? Est-ce que c'est pareil qu'en Europe ou est-ce que c'est pire? Comment ça se passe dans l'état actuel des choses? La santé Les économique, vous voulez entreprises, dire? oui, voilà, la santé des PME, est-ce qu'ils peuvent s'investir dans les projets à venir ou c'est plus en observation qu'autre chose? Alors là, ça va beaucoup dépendre donc de la stratégie de chaque entreprise. C'est difficile de donner un point de vue général sur cette situation. Mais on va dire que en termes de trésorerie, notamment, une entreprise russe, comme on a pu le dire, comme Olga en a parlé tout à l'heure, on est sur des visions à très court terme. C'est-à-dire que en Russie, il faut que tout aille vite, il faut que tout soit pour hier, comme elle disait.
Sur la façon de gérer les entreprises, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a de l'argent, on va faire des coûts, on va investir, on va faire plein de choses, parce que demain, il y aura peut-être plus d'argent. En fait, ils n'ont pas vraiment dans la manière de manager, en fait, de gérer leurs entreprises. On est aussi sur des visions à très court terme. Et quand il y a des crises comme ça, malheureusement, là où une entreprise gérée à l'européenne, on va dire, avec de la trésorerie, de l'épargne et beaucoup d'assurance, en Russie, une entreprise de la même taille va avoir moins de temps de vie, on va dire, pour affronter ce type de crise. Donc là, vous faire un schéma, vous donner une image de la situation actuelle, je dirais que les PME, elles ont dû couper beaucoup dans les coûts fixes, justement, peut-être en rendant leur bureau dans les centres d'affaires ou en envoyant tout le monde à la maison. J'en suis la preuve vivante. On est toujours à la maison parce que justement, non pas parce qu'on ne peut pas se déplacer, mais parce que au niveau économique, il a fallu faire le dos rond aussi. Donc, beaucoup de mesures comme ça. Pierre, moi j'avais une question un peu plus classique. Eric a mentionné lorsqu'il vous a présenté que vous parliez russe. Et donc, bon, français et russe, je pense qu'un certain nombre de nos membres seraient intéressés de la place de l'anglais dans les affaires en Russie. Bon, j'imagine qu'il est toujours préférable de parler la langue, bien entendu, du pays lorsqu'on fait des affaires, mais pour les PME ou autres entreprises qui n'ont pas de force commerciale russophone, qu'est-ce que vous recommanderiez? Est-ce qu'il est toujours préférable d'avoir un traducteur avec soi? Est-ce qu'on peut faire des affaires en anglais assez facilement? Alors, je vais dire deux choses. La première chose, ça va beaucoup dépendre du secteur d'activité. C'est-à-dire que si vous êtes amené à travailler dans le monde du tourisme ou de la finance ou de choses comme ça, là, le russe, bon, à la limite, sans russe, vous allez y arriver sans trop de problèmes parce que vous travaillez sur les grosses villes, là où la langue d'échange est bien souvent, peut-être même des fois en interne, l'anglais. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Moi, personnellement, je travaille dans le milieu agricole. Je ne vais pas vous faire un dessin, même c'est un peu la même chose qu'en France. C'est-à-dire que là, sans russe, c'est clairement pas possible parce que je dois avoir 80% de mes partenaires qui ne parlent pas anglais. Une deuxième chose, comme le disait Olga, il y a une importance, c'est très très important, l'aspect non formel des relations en Russie. C'est-à-dire que c'est beaucoup de WhatsApp, beaucoup de choses vraiment très informelles. On va dire, il faut vraiment, entre guillemets, devenir ami avec la personne avant d'aller plus loin, quoi. C'est-à-dire que il doit y avoir cette relation de confiance en fait qui s'installe. Et ça, sans la langue russe, c'est quand même assez difficile. Olga parlait des centres d'intérêt, donc la chasse, la pêche, le sport, etc. Ça peut faire sourire, mais ici, c'est vraiment très très important. Je travaille aussi en Europe, donc je connais la situation inverse où vous pouvez arriver le matin en avion et on se quitte avant midi et on mange pas ensemble. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir dans les pays d'Europe centrale. En Russie, c'est pas comme ça. En Russie, c'est très chaleureux, pas formel, et il faut vraiment établir cette relation de confiance pour la suite. Sur les relations de longue durée, j'entends, c'est très important. Et un dernier point, Olga parlait de la russification. En fait, c'est-à-dire s'adapter en fait au marché et à son client. Moi, je pourrais rajouter qu'après un certain nombre d'années, il y a la situation inverse, c'est-à-dire que vous arrivez à avoir de la part de votre partenaire plus de planification, en fait, il commence à s'européaniser, on va dire. Et ça, je pense que la première marche, c'est l'approche par la langue russe, donc qui est importante. Et par la suite, avec les années et puis le degré de collaboration, vous arrivez à avoir le retour et donc je dirais l'européanisation du partenaire russe. Merci Pierre. Olga, est-ce que vous avez eu des commentaires sur votre lien?
Oui, attendez, je voulais juste apporter un complément un peu de commentaire à ce que disait Pierre. Je voudrais que est-ce que ce serait possible aussi de réexpliquer encore une fois quel est votre schéma de distribution? Parce qu'en fait, c'est très, très, très important, parce qu'en fait, on est sur 3 circuits différents avec Serap, puisqu'ils ont un premier niveau en fait de partenaires qui s'occupent de tout ce qui est donc problématique de la logistique pour rendre le produit disponible sur place. Et ensuite, il y a un deuxième niveau de distributeur que Pierre notamment anime et qui permet d'avoir une couverture très large au niveau territorial. Et ensuite, vous avez un troisième niveau de distribution, en fait, qui est un secteur, diversification de secteurs. Donc là, c'est un secteur plutôt donc vitivinicole pour lequel donc il y a travail avec les prescripteurs. Donc vous voyez que les circuits de distribution sont vraiment très très différents. Et justement, l'animation de ce deuxième niveau est possible parce que Pierre, voilà, il parle russe et il est en relation rapprochée et constante avec ses distributeurs. Est-ce que j'ai bien résumé, Pierre, par rapport au schéma de distribution? En fait, ça, c'est les schémas en fait, qui n'existaient pas forcément il y a encore quelques années, hein, mais qu'on voit de plus en plus maintenant sur la Russie. Oui, oui, vous avez très bien résumé le schéma. Il y a bien ces 3 canaux de distribution. Et le fait d'avoir un stock, en fait, ça permet vraiment d'être beaucoup plus flexible au quotidien et d'enlever, en fait, cette partie logistique, d'abord pour Serap et ensuite pour nos clients. C'est-à-dire que c'est plus facile de trouver un distributeur régional si vous lui dites c'est comme si vous alliez au supermarché, c'est-à-dire qu'il y a juste à remplir le contrat, à donner l'argent et c'est terminé. Vous n'avez pas de questions logistiques, rien du tout. Nous, on se charge d'envoyer l'équipement à Saint-Pétersbourg. Et ça pour beaucoup de distributeurs qui sont des fois dans des régions plus ou moins retirées, quoi, la logistique, c'est des fois, ils vont préférer acheter un équipement national parce que c'est plus simple, quoi. Il n'y a pas toutes ces questions de logistique, etc. Et donc, en tant que fabricant européen, si on arrive à mettre de côté, à séparer en fait la logistique de la vente derrière et d'aller voir le distributeur régional en lui disant bah, tu peux m'acheter l'équipement, il est déjà à Saint-Pétersbourg, tu payes en roubles, il y a un contrat, tout est en Russie en fait, il n'y a plus cette question d'import, etc. Je pense que de ce point de vue-là, on a aussi un gros avantage par rapport à nos concurrents européens. Oui, tout à fait, parce qu'il y a les PME russes qui peuvent potentiellement être les partenaires intéressants, mais qui n'ont pas la capacité de gérer en fait le commerce international, parce que ça implique plus de contrôle de la part des autorités, ça implique la gestion de change, il faut avoir un compte en devise auprès de la banque, donc c'est le contrôle de la part de la banque, c'est aussi la gestion de la douane avec toutes les complications qu'on connaît, donc c'est vraiment voilà, le schéma qui se profile bien souvent, c'est un partenaire, on va dire, logistique, ou ce qu'on appelle plutôt importateur, et ensuite un deuxième niveau d'intervention qui est plus la force commerciale, en fait. Et là, on travaille directement avec les PME plus vraiment russes, mais qui ne gèrent pas le commerce international. Et en fonction du degré d'import, export, etc., c'est très important de verrouiller ce point logistique, à savoir d'avoir un partenaire, même si c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, ça peut être dangereux d'avoir un seul partenaire parce que du jour au lendemain, il peut décider de vous bloquer le marché. Mais d'un autre côté, quand vous avez un seul partenaire qui a déjà toutes ses têtes à la douane, on va dire, et qui ne fait pas de l'import par-ci, par-là, parce que quand vous importez une fois, 2 fois, il faut à chaque fois retrouver des partenaires à la douane, etc. Il y a tout un schéma à construire, c'est compliqué. Alors que si vous avez un importateur bien défini, il a déjà ses gars à la douane, comme ils disent, et ça passe beaucoup plus facilement. Et Dieu sait qu'il y en a des problèmes à la douane. Je pense que la relation avec les gars à la douane, elle doit être aussi très informelle. Ça, il y a beaucoup de WhatsApp là aussi. Pour les conditions de paiement, alors comment ça se passe dans ce pays? Est-ce que c'est important le lobbying justement par rapport à des décideurs pour avoir des marchés en interne?
J'ai pas compris la Le question. lobbying auprès des clients finaux, est-ce que ça se fait ou pas en Oui, oui, France? bien sûr. Bien sûr. Oui, 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 oui. Oui, oui, il y a beaucoup de. Ben justement, on parle de ce côté informel. Si vous invitez un client en France à visiter l'usine et puis aller au restaurant à côté, enfin, tout ce genre de petits. On va dire c'est des visites pour les clients, mais c'est des choses qui sont très très appréciées. Je pense en Russie comme ailleurs, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que il faut en jouer en Russie. Après, il y a un niveau, on va dire, plus proche de la corruption qui se passe un peu plus haut, on va dire. Et là, c'est des contacts souvent, on va dire. Des contacts plus formels avec qui bah, il faut savoir parler, il faut savoir à qui parler et ça peut permettre d'aller plus vite, en effet, pour rester général. On arrive sur un terrain plutôt glissant. Et pour ce qui est de votre remarque juste avant, nous avons une personne dans le chat qui nous dit cela veut dire la multiplication de surfaces logistiques en Russie ces dernières années. Donc on a plusieurs surfaces logistiques effectivement depuis quelques années. Alors oui, les centres, tout ce qui est centre logistique, en fait, ça se développe de plus en plus et de plus en plus, on voit en fait les entreprises qui offrent les services en fait de sous-traitance de cet aspect, on va dire. Et vous avez aussi, alors il y a beaucoup de marchandises en fait qui transitent par Moscou et ensuite de Moscou, vous avez le dispatching qui se fait sur d'autres territoires. Alors il y a des circuits logistiques aussi qui se profilent pour être plus localisés vers Novosibirsk et puis être dispatché et sur l'ensemble de territoires. Mais bon, pour l'instant, les plus gros centres logistiques sont quand même autour de Moscou et des grandes villes. Donc, oui, oui, c'est quelque chose. La logistique, c'est vraiment un point très important pour la Russie. Vous savez, par exemple, que le groupe Kuhn, par exemple, qui est un groupe français, a délocalisé son site, par exemple, y compris pour les pièces détachées, de Moscou vers la région de Voronezh, que je connais très bien. Donc, vous voyez, donc il y a maintenant à Voronezh, il y a des centres commerciaux, enfin les centres logistiques aussi qui se développent, en partie aussi parce qu'il y a des gros opérateurs qui sont présents sur la région. Très bien, juste une dernière question. Est-ce qu'on peut avoir des impayés? L'aspect, le paiement, comment ça se fait? Est-ce qu'il faut se faire payer avant de livraison ou pas? Comment ça se passe en Russie? Alors, pour ce qui nous concerne, CERAP, on a toujours pratiqué le paiement avant départ. Donc, on n'a jamais eu de problème d'impayé. Et on vient sur une affaire vinicole, on vient de faire un crédit documentaire récemment. C'est la première fois. Alors que jusqu'à présent, on me disait toujours non, le crédoc en Russie, c'est pas possible. En fait, c'est le problème que nos banques ne reconnaissaient pas, je dirais, les crédocs émis par des banques russes. Mais on a un démenti, on a un cas où ça s'est produit récemment. Alors, juste une question, c'est pas que c'est pas possible, c'est possible, mais même les Russes, ils n'aiment pas trop parce qu'en fait, il faut qu'ils bloquent un certain nombre de montants en devises sur un compte bancaire et c'est vrai qu'en termes de trésorerie, c'est pas forcément dans leur avantage. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui n'aiment pas trop aller vers ce type de paiement. Olga, peut-être avez-vous deux, trois éléments sur votre petit sondage. Je vais couper l'enregistrement maintenant dans ces cas-là pour revenir au sondage d'Olga. En tout cas, Eric et Pierre, merci beaucoup pour vos témoignages. Merci à vous. Merci. Alors, Olga, je crois, va partager son écran. Oui, je vais partager mon écran. Bon, j'ai pas beaucoup de participation, donc je vous invite quand même à